Salut les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 3 terriens de choix et un robot, Jean-Mi. Bonsoir les humains. Et avec Jean-Mi ce soir, Victoria Bedos. Victoria Bedos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que vous êtes, Victoria, la seule comédienne ou chanteuse française avec qui Nicolas Bedos n'a pas essayé de coucher. Ah oui. C'est mes parents qui lui ont dit que c'était interdit par la loi. Plastique Bertrand. Plastique, bonsoir. Bonsoir. Votre chanson « Ça plane pour moi » est l'une des rares chansons européennes à être entrée dans le Billboard américain. « Ça plane pour moi ». C'est une phrase en français aussi célèbre que « Voulez-vous coucher avec moi » ou « Laissez-moi tranquille, monsieur Strauss-Kahn ». Et Patrick Sébastien. Patrick, bonsoir. Vous êtes le vrai Patrick Sébastien, parce que sinon, vous êtes très mal déguisé, hein, franchement. Je vous ai reconnu tout de suite. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, notre terrien du samedi 20h sera Patrick Sébastien again, qui se raconte comme jamais dans son livre « Même que ça se peut pas ». Voilà, nous sommes en 2015. L'émission s'appelle « Salut les terriens ». Le robot s'appelle Jean-Mi. Et le groupe, les Gréments de Fortune. Patrick Sébastien, rebonsoir. Il est fascinant, ce robot, là. Il te plaît? Ah ouais, on dirait Manuel Valls. Patrick Sébastien, donc je reçois ce soir l'une des figures historiques de Canal+, l'un de ceux qui étaient là à la création de la chaîne, celui qui a été oublié lors de la célébration des 30 ans de la chaîne. On regarde à quoi ça ressemble. Vous avez pensé du match, monsieur? Ah, très bien, très bien. Moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème? Ah non, non, non. Parce que j'ai vu que vous aviez l'équipe là avec les manteaux, avec les képis, là vous pouvez rentrer. Si tu fais un panoramique, regarde, ils sont 15 là. Ah, mais on peut faire un match, hein, si vous voulez. Vous pouvez faire un match? Oui, on peut y aller. Y a pas de problème. Regardez si elle est belle, l'équipe de Toulouse là. Elle est pas jolie. Incroyable. Patrick Ouais, c'est Sébastien, un des fondateurs de Canal+, injustement oublié. Patrick, une chaîne qui aime le rugby et le porno, ça ne pouvait que vous plaire. Bah, ça peut que me plaire. Alors Patrick, en P3, nous parlerons de votre livre, Même que ça se peut pas, publié chez XO, une autobiographie bouleversante qui commence par l'absence du père. Vous êtes déjà dit qu'à force de vous faire des têtes, en fait, vous cherchiez peut-être la sienne. Ah oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Il m'aurait pas abandonné, j'aurais pas fait tout ça. Peut-être vous ne seriez pas là ce soir. Donc, je lui en veux pas, enculé. On en parlera en P3. Alors, sinon, le plus grand cabaret du monde et les années bonheur cartonnent toujours sur France 2. Vous êtes en tournée avec la pièce Le Secret des Cigales. Ouais. Vous êtes en tête des ventes de disques avec ça. Alors, en fait, vous savez que, selon le Parisien, un homme qui avait cette chanson dans la tête depuis 3 jours a tenté de se suicider. C'est possible. Alors, livre, émission, pièce, disque, il y a un truc que vous avez arrêté quand même, c'est la création de partis politiques. C'était un mouvement humaniste. Depuis que vous avez voté Hollande, vous ne faites plus confiance. Si. J'aime cet homme parce qu'il est intègre, il est honnête. Après, sa politique, évidemment que je suis pas d'accord, je suis un des premiers à morfler. Ouais. Mais j'étalonne pas mes amitiés aux échecs et au succès des gens. Mais vous resterez ami avec lui jusqu'à quel taux d'imposition? Même 100%. À part ça, Patrick, vous venez de vivre une épreuve difficile, Ah une bon de plus, vous me direz. Quoi? Télérama, le magazine de la gauche intello, a beaucoup aimé votre téléfilm sur Ils ont France. aimé mon téléfilm. Max et la rumeur. Je sais pas si j'arriverai à m'en remettre. Vous l'avez vécu comment? C'est horrible. Je crois que je vais me pendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, c'est un faux pas de Non, ma faut dire part. si. Je m'en On veux, peut- je non, m'en on peut veux le dire. terriblement. On peut le dire quand même, vous avez bluffé tout le monde avec un rôle à contre-emploi, un boucher d'un petit village, victime de la rumeur après la disparition de sa femme. Le scénario de Max et la rumeur est adapté d'une de vos nouvelles. J'écris des nouvelles depuis très longtemps. Ma Ouais. formation principale, c'est les lettres. J'ai toujours été amoureux de ça. Et c'est beaucoup plus difficile d'écrire des sardines
que d'écrire le scénario de Max et la rumeur. Jean-Mi a une question. Ouais. Jean-Mi. Patrick, je comprends pas. Tu es le seul animateur à laisser des artistes montrer leur travail dans ton émission et tout le monde te prend pour un plouc. C'est très injuste, non? Mais j'espère bien qu'on me prend pour un plouc. Ça fait à peu près 40 ans qu'on me prend pour un beau. Faudra qu'on m'explique ce que c'est d'ailleurs. En fait, tu es le dernier animateur culturel du service public, non? Mais non, je suis un clown, effectivement. Je suis là, tu parlais de politique tout à l'heure. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir choisi marchand de bonheur comme métier. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est juste là pour leur mettre du baume sur leur plaie, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Dans tout ce que vous avez fait, Ouais, Patrick, ouais. il y a un truc qui m'a toujours scotché, c'est de l'autre côté du miroir. Ah, j'aime bien. J'adore ça. On regarde. Tu veux que je te dise Tu veux que je te dise, Michel? J'adore commencer le spectacle avec cette question à la con. Tu veux que je te dise? Parce que c'est une question, tu veux que je te dise, quelle que soit la réponse, le mec, il va dire. Alors, tu comprends bien, mon cher Jean-Pierre, il faut savoir se nourrir. Il faut privilégier les produits naturels par rapport aux produits artificiels. Qu'est-ce que tu sais de moi, toi qui me penses vil? Tu n'imagines pas le plus fou de nous deux. Qu'est-ce que tu sais de moi? Tu juges sur photo le gentil petit gars qui passe à la radio. Je ne veux pas que l'on coupe mes arbres, je ne veux pas que l'on tue mes oiseaux. Je veux plus entendre le bruit des armes, je ne veux plus que l'on pollue mon eau. Et tu vois, bizarrement, ça n'a pas très bien marché à la télé, mais c'est vrai que c'est mon meilleur souvenir. C'est énorme. Mais c'est un boulot collectif. Ils sont en coulisses, là. La Brigitte, maquilleuse. et Alain, le coiffeur, Ah ouais. qui m'ont fait des Extraordinaire. têtes. On en faisait 2 par jour. On est allé au plus loin de ce qu'on peut aller dans l'imitation, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments, Ouais. il y a eu des moments très, très avec violents. Frédéric Dard, Avec avec- Frédéric Dard, ouais, il y a eu un truc très étrange où c'était son fils, il était mort pas longtemps avant, et à un moment, on était en total impro, c'est-à-dire que je ne savais Ouais. pas du tout ce qu'on allait dire, et le fils de Frédéric me dit « Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit sur ton lit de mort ?» Je ne peux pas le savoir, et spontanément, je dis « Oui, le dernier mot que je t'ai dit, c'est « je t'aime », et c'était ça. Et de Là, dire d'où j'y ai sorti... là, ça fout je les sais poils pas. quand même, hein. Ah ben, je peux Ouais. te dire que les cadreurs sont restés une fois qu'il est sorti de Ouais. la pièce. On est resté 1 minute tous à se regarder, on était... moi, j'aime bien toucher toutes ces frontières-là. Ouais, merci. Nous passons à notre TTO de la semaine. Plastique Bertrand, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce soir, Plastique, notre TTO de la semaine, toujours en forme. Faut dire que vous fumez pas, vous buvez pas, vous chantez pas. Je plaisante. J'adore ce prénom, Plastique. C'est comme un mec qui s'appellerait Caoutchouc Michel. Ouais, c'est génial. Plexiglas J'ai fait une Gaspard. parodie à l'époque. C'est très C'est vrai, drôle. t'as fait J'ai fait une parodie qui s'appelait Caoutchouc Raymond. Ouais. Alors, Plastique, vous êtes né le 24 février 1954 à Bruxelles. Ouais, Eh déjà, ouais. ouais. Père français, mère ukrainienne. Ouais. Alors, vos parents s'étaient connus dans un camp de concentration Ouais. en Allemagne, et ça a été le coup de foudre absolu. Et quelques jours avant la libération du camp, ils ont piqué un vélo et ils se sont enfuis vers la Belgique. Ils se sont planqués à Bruxelles, Voilà. exactement. Et ils ont fait leur vie en Belgique, en fait. Ouais. Et un peu une façon bizarre, parce qu'évidemment, les passeports, c'était pas bon, il n'y Ouais, a pas ouais. de papier, rien du Ouais. tout. Donc, toute la famille, on a vécu planqué pendant quelques années avant d'oser sortir, de montrer qu'on existait vraiment. Voilà. Alors, à 9 ans, vous montez votre premier groupe Ouais. chez les scouts. Puis, à l'adolescence, vous écumez les bars et les clubs et les festivals des côtes belges. Et pour jouer, pas pour boire, hein, Ouais. pour jouer, tu vois. Et en 1973, à 19 ans, vous entrez au Conservatoire royal de musique de Bruxelles. Ouais. Et à l'époque, vous êtes plus intéressé par la musique contemporaine. Bien sûr, Stockhausen.
que par le punk, les Sex Pistols. Oui, tout à fait. Ce qui m'intéressait, c'est en fait d'explorer un peu ce que j'entendais. Et puis, j'étais très impressionné par l'opéra, j'étais très impressionné par tous les très très grands compositeurs du début du siècle. C'est ce qui m'intéressait vraiment, plus que Johnny Rotten et sa bande. Voilà. Ceci étant, vous montez quand même un groupe punk qui s'appelle Hubble Bubble. Vous sortez un premier album chez Barclay, mais le bassiste se fracasse la tête en bagnole. Et il est mort. Et il est mort après 6 mois de coma, et c'était atroce. J'allais le voir tous les jours, en espérant qu'il aille mieux d'abord, et puis que cette aventure qu'on avait démarrée avec cet album puisse continuer. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire, quoi. Et c'est là qu'intervient Lou de Prick. Alors, c'est un auteur, compositeur, interprète, qui cherche à faire un coup, en fait. C'est un type qui n'avait pas vraiment de philosophie de la musique. Non, c'est un mec qui fait des coups, il a fait des trucs brésiliens, machin, n'importe quoi. À l'époque, il est sur le punk. Et il vous recrute parce que vous avez un look d'enfer. Vous êtes quand même un peu comme David Bowie, c'est-à-dire vous êtes maquillé, vous êtes... très maquillé, j'adorais les personnages, j'aime toujours les personnages dans ce métier. Le truc, c'est que j'étais quelqu'un de différent, quoi. Alors, il produit pour le label RKM un disque avec en face A, Pogo Pogo, et en face B, Ça plane pour moi. C'est un Pogo Pogo, c'est une bonne idée parce que personne n'en a jamais entendu parler. Non, c'est-à-dire que Vogue, qui distribuait RKM en France, dit le tube, c'est pas du tout Pogo Pogo, c'est Ça plane pour moi. Et c'est vrai que c'est l'histoire d'un mec qui est défoncé à l'alcool, à la drogue, qui baisse comme un fou sur un divan. Exactement, c'est vraiment ça l'histoire. Le king of the divan, c'est vous. Et complètement, c'était une histoire écrite pour moi, évidemment. Moi, je l'ai écouté quand j'étais gamine, mais je n'avais pas compris l'histoire de la drogue. Donc je revisite maintenant la chanson avec beaucoup plus d'intérêt. Dis-moi, Plastique, j'ai toujours pas compris. C'est quoi exactement, planer? Jean-Mi, ça plane, c'est... On prend des substances, puis on n'est pas dans un état normal. Ah, c'est un peu comme Thierry après les tournages. Oui. C'est ça. C'est vrai que cette chanson avec Lucy in the Sky with Diamonds est quand même l'une des rares chansons qui raconte la défonce à l'époque. Complètement, c'est une histoire d'amour dans un état lamentable, quoi, pitoyable. Et voilà, et le 6 novembre 1977, la France entière vous découvre dans les rendez-vous du dimanche de Michel Drucker, en perfecto rose zippé. Et on va regarder le clip officiel de cette chanson. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. C'est bizarre de voir ça. C'est drôle. Ce qui n'était en fait qu'une blague au départ, un producteur malin qui engage un mec looké pour faire un tube, devient un immense succès planétaire. Fou, 15 disques d'or, 5 de platine, classés au Billboard. Et vous dites, j'allais au conservatoire en autobus, 2 ans plus tard, je me déplaçais en Concorde. Et j'allais faire pipi à New York, quoi. Vous avez fait 6 fois le tour du monde en 3 ans, quand même. Hein. Ouais, j'ai beaucoup travaillé, mais dans un état lamentable, vraiment, parce que je ne savais pas vraiment dans quelle capitale je chantais, ni où je chantais, ni surtout combien je gagnais à ce moment-là, quoi. Donc je savais rien de tout ça, quoi. Et là, c'est le délire, le trip rockstar à mort. Vous dites, c'était Madonna puissance 15. C'était tout ce que je voulais, quand je voulais, la cam, les putes et le rock'n'roll. Tu sais, j'avais 20 ans, je pouvais tout avoir. Donc j'ai tout pris, quoi. Bah oui. Voilà. Sauf les frics. Alors, cette chanson est un tube mondial, repris par des tas d'artistes. Ouais, c'est fou. Et on va voir, ça a été repris un nombre incroyable de fois. DJ. Ça plane pour moi. Ça c'est qui alors? Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. C'est le Sonic. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. C'est trop bien, ça. Didier. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Le côté swing, quand même, c'est marrant, ça, non? Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. C'est bien, le côté swing comme ça. Sonic Youth. Sonic Youth, yeah. Ça plane pour moi. Bob Marley. C'est démentiel, ça. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi. C'est un Telex. Telex.
bien, Thérèse. Ah, j'adore. C'est énorme. Et last but not least, Scorsese l'a mis dans Le Loup de Wall Street. Attends, c'est du cadeau de la vie. Donc tout va bien pour vous. Ah, c'est trop beau, là, vraiment. Et là- Des petits cadeaux de temps en temps. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Un soir, vous rentrez de tournée, cassé, fracassé. Devant la télé, il y a vos enfants, les enfants que vous avez fait entre deux avions. Ils vous regardent dans une vidéo et ils ne se lèvent pas. Ils continuent à regarder la télé. C'est quoi cette espèce de chose qui rentre complètement fracassé, alors que le papa, tout pétillant, sautillant, il est là. Ouais. C'est ça, mon papa, c'est pas lui. Et là, j'ai pigé que ma vie, c'était pas d'être comme ça, c'est au contraire d'être avec eux. Et j'ai tout arrêté à ce moment-là. Quoi. Il faut dire qu'à l'époque, quand même, vous pesiez 120 kilos. C'est un peu Elvis en fin de carrière. Elvis, c'était vraiment ça. J'étais gros, j'étais vraiment pas bien, je buvais, je prenais de la coke, machin, c'était atroce, quoi. Là, vous quittez le producteur Lou de Prick, qui, pour vous emmerder, lance la rumeur que c'est pas vous qui chantez sur le disque. On connaît l'histoire. Et il faudra attendre 2006 pour que la Cour d'appel de Bruxelles vous reconnaisse seul artiste interprète de la chanson. Tout à fait. Voilà, alors ce Lou de Prick, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il bidouillait les voix en studio, Exactement. évidemment. Hein, et il vous interdisait l'entrée du studio, donc... Moi, j'étais là pour faire la promo, pour faire le show, et lui, il prenait le blé et il faisait le job en studio, sans que je puisse vraiment faire quoi que ce soit. Bah oui. Alors vous dites, Lou de Prick m'a demandé de fermer ma gueule en échange de 0,5% des droits. 0,5% des droits. Ouais, c'est pour lui que ça planait. Hein. Et là, ça a traversé du désert en 1998. Votre garde du corps est retrouvé criblé de balles dans un parking. Ouais. Vous faites l'Eurovision, vous terminez avant-dernier, plastique. Ensuite, vous faites une arrivée en télé avec Jean-Luc Delarue, Hit Story, mais ça se passe très mal aussi. On vous revoit dans La Ferme Célébrité. Ouais, ça m'a fait rigoler, ça. Ouais. Voilà, donc ça descend très bas. Et aujourd'hui... Mais ça va beaucoup mieux, parce que je fais Ardisson ce soir. Pendant tout ce temps-là, le seul mec qui m'est toujours accueilli vraiment et qui me faisait chanter en direct et qui me donnait ses musiciens, c'est ce petit bonhomme en mousse voilà, là, tu vois. le petit bonhomme en mousse. Ça, c'est quand même formidable, ça. Là, ici, aujourd'hui, vous êtes sur la tournée H-Tendre, Rendez-vous avec les stars. Ouais. Vous serez à Paris, au Palais des Congrès, les 23, 24, 25 janvier. Avec plein d'artistes incroyables Alors, il y a aussi. Hugo C'est un Frey, plateau de Pétula variété Clark, énorme. Michel Thorne, Nicoletta, Dave. On peut payer en francs. Ça, c'est drôle. Si, oui. Alors, le problème dans ces tournées, c'est que vous ne pouvez pas vous jeter sur le public parce que vous les tuerez. Hein. On va faire un blind test des pires adaptations en français de tubes internationaux. Attention, on y va. Qu'est-ce qu'il faut trouver, l'original ou le... Si tu connais l'original, c'est bien. Trouve-moi Et il faut l'interprète trouver français. l'interprète français. Attention, Didier. Hallyday. Ouais. Au Seigneur chez les voix. Johnny Hallyday. Knock on wood. Knock on wood, ouais. Wilson Pickett, Knock on Wood. Fabuleux. Attention, Didier. Sim et Topalov. Sim et Topalov. Patrick bien, ça, Sébastien, c'est de la blague. Sim et Patrick Topalov. Bah ouais, où est ma chemise grise? Et c'est grise, évidemment. L'original. Attention, Didier. Fiche le camp. Fiche le camp, Jack. Non. Fiche Non, le les camp. français. Ah, je sais qui c'est, putain. Beko. Beko l'a pas fait, ça? Non, c'est Holloway, non? C'est qui? Richard Anthony. Ah, putain, Oh. oui. C'est vrai. On continue, Didier. Sweet Dreams. Attends, Sweet Dreams. C'est quoi cette version, attends? Non. L'original, c'est Sweet Dreams, évidemment. De Eurythmique. Attention, là, c'est très, 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 très difficile. Didier. J'arrive de loin et ma puce Ringo. Bingo. Bingo. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Oh, c'est énorme, ça, c'est énorme. La traduction, dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Ouais, Quel Ringo. texte, ça? Mais d'où a sorti ce texte? Ils sortent. Ah, je sais pas. Mais c'est Ringo. Tu hein. vois, il y en a qui en prenaient Ah, c'est plus que Ringo, toi. voilà. Attention, on continue, Didier.
Régine. Ouais. Ah ouais, évidemment. Il a fait le pouces, là. Bravo. Énorme. Ah oui, le survive, évidemment, Gloria Gaynor. Attention, ça c'est hyper dur. Didier. François, oui, Claude François. Claude François. On va écouter la version américaine maintenant. Non, pas les Bee Gees, non. C'est qui? C'est Four Seasons, c'est Four Frankie Valli. Seasons, Frankie ouais. Valli. Énorme. Attention, Didier. C'est ABBA, mais attends, qui a fait ça en français? ABBA? Je le sais, attends. Ah, mais c'est moi! Ah, c'est moi! Mais c'est vrai! C'est mon nez! Et je me souvenais plus de tout ça! C'était mon nez, c'est moi! Mon nez. Ah, ça faisait partie d'un conte musical avec Frida de ABBA. Monnaie, les mecs se font pas chier de là-bas. Attention, et maintenant, mesdames, messieurs, le summum de tout. Attention, Didier. Et saucisson, C'est moi. on s'emporte sur la colline. C'est pas une adaptation, c'est original. J'ai eu un procès de Michael Jackson, il a perdu. Ça ressemble vachement là, hein, toi. Bien sûr. Ça s'appelait We Are the World. C'est quand même le mec Ça qui s'appelle prend We Are the World. We Are the World ouais. et qui fait We Are the World. Avec, On applaudit Patrick Sébastien, Impérial. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous passons à notre T'es-qui-toi de la semaine. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Victoria Veloz, bonsoir. Vous êtes comédienne, chanteuse, scénariste. Vous êtes la fille de Guy Bedos et la sœur de Nicolas Bedos. Et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. C'est lequel des deux le plus chiant? Oh, quel enfer. Je ne répondrai pas, après je vais me faire engueuler. Donc. Ouais. Alors, lorsque votre père vous a présenté à votre frère pour la première fois, Nicolas a dit « C'est très bien, tu peux la reprendre maintenant. » On m'a même cassé la gueule dans mon berceau. Enfin, c'est ce que nos parents nous racontent. C'est une sorte de folklore De familial. légende voilà. familiale. Mais en fait, vous devenez très vite inséparables. Vous mettez des caleçons pour lui ressembler. Hein. Oh là là, mais c'est terrible. Mais comment ça C'est vrai, vous l'admirez beaucoup. Ah oui, profondément. Parce qu'à 14 ans, Nicolas écrivait un scénario, il peignait comme un dieu, il jouait du piano. C'était, dites-vous, comme grandir à côté de Mozart. Oui, c'est ça. C'était compliqué, mais il était tellement doué et précoce que vraiment, il y a un côté, moi, j'ai lâché l'affaire très vite. Je dis, bon, je vais faire du cheval, je vais C'est ça. faire des lèvres. Vous abandonnez toute prétention artistique. À l'époque, vous êtes studieuse, pas très sociable. Hein. Vous êtes juste une bonne élève. Et vous rêvez d'être soigneuse d'animaux. Oui, j'avais l'impression d'être nulle dans ma famille. Ouais. Mais c'était probablement subjectif parce qu'ils m'ont aimée, Bah oui, mais c'est je vrai me sentais nulle. Alors, vous êtes votre bac à 16 ans. Vous faites Cagnes à Fénelon. Vous finirez pas, hein, Cagnes. Non, en fait, j'ai découvert Paris et les bars entre-temps, donc voilà, c'est compliqué. À un moment donné, il faut faire un choix. À l'époque, vous cherchez votre voix. Alors, vous écrivez un peu pour les Inrocks, un peu pour Glamour. Vous publiez un bouquin chez Plomb qui s'appelle Le Déni. Voilà. Ce qui est quand même mieux, parce qu'à 3 ans, je voulais être épicière, Ouais. après palefrenière, donc mes parents étaient inquiets, quoi. C'est-à-dire que... Ouais. Dans les bars, vous chantez avec votre ami Banjo. Vous faites un groupe qui s'appelle Vicky Banjo. Absolument. Et vous chantez J'aime faire l'amour. Vous aimez baiser aussi, non? Ça, j'ai pas le droit de le dire à la télé. Ah, d'accord. Ah ouais, Mon d'accord. père, s'il entend... En fait, mon père pense que je suis vierge. Et alors, vous avez une autre chanson qui s'appelle Je suis alcoolique et c'est magique. Voilà. Ça sent pas du tout la crise d'ado tardive, le truc. tu vois. Alors, à l'époque, vous êtes ce qu'on appelle une enfant de star oubliée. Alors, c'est ceux qui se font pas arrêter en état d'ébriété, ceux qui font pas d'overdose, ceux qui ne vident pas des magnums de champagne à 10 000 € à Courche ou à Saint-Trope. Donc, vous êtes plutôt normal. Vous êtes une fille de oubliée. Le pire, c'est quand, par exemple, tu vas dans un taxi, que c'est le compte du père, tu sais, et la plupart des gens me disent « Mais, et vous ?» Ouais. Tu sais, avec, Bah oui, bah oui. vraiment une sorte de déception totale. C'est Mais terrible. pourquoi vous faites rien? Et là, vous commencez, en 2010, à écrire un scénario.
Et là, ça tue. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Et là. Ça me fait chialer à chaque fois que je l'écoute. C'est une très belle chanson qu'on redécouvre grâce à vous. Et il faut dire, mesdames, messieurs, que Victoria Bedos a eu l'idée et a coécrit La famille Bélier. On applaudit comme ça chez les sourds. Hein. Ah ouais, c'est en silence. ouais. Hein. Voilà. Alors en fait, ce scénario est basé sur 2 temps forts de votre vie. D'abord, votre père a une assistante issue de parents sourds. Et puis Paula, c'est vous, c'est-à-dire quelqu'un qui dans la famille attend une approbation pour chanter. Vous êtes vraiment au début du film. Oui, absolument. En fait, il y a donc Véronique Poulain qui est une coda, comme on dit, une entendante dans une famille de sourds. Donc ça m'avait un peu perturbée quand j'étais petite. Je me dis, c'est fou quand même de faire sa crise d'ado devant des gens qui ne parlent pas et qui n'entendent pas. Et puis après, j'avais besoin de parler de ce moment délicat où on se sent différent, on a l'impression de ne pas appartenir à sa famille. Et moi, c'est vrai que mon frère me disait souvent, mais en riant, puisque c'était l'humour chez nous, comme tu sais, oui. Il me disait, mais tu n'es pas comme nous. Tu es différente. Oh là là, oh le salaud. Mais oui, mais parce que je n'avais pas de talent, je n'avais pas de vocation. Tu as été adoptée, toi. Mais oui, parce qu'en plus, je ne ressemble pas du... T'as bien remarqué qu'il y a un problème physique. Hein. Alors, on n'en parle pas comme ça, je suis reconnue, donc maintenant, je prends le nom. Hein. Mais il y a pas... Ma mère, c'est pas du tout moi, mon père, c'est pas du tout moi. Il m'a dit que c'était la grand-mère, mais j'ai vu la photo de la grand-mère, je te raconte pas. Ça. En tous les cas, je suis très heureux pour vous, parce que vous connaissez un succès mérité avec ce film. C'est un grand film. On regarde à quoi ça ressemble. Maintenant, là, tout de suite. Mes chers parents, je pars. Ça n'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. La famille Bélier. Voilà, on passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est la médium Patricia Daré que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question, on peut parler avec les morts sans blague? De nos jours, c'est très mal vu de parler avec les morts. Papa, et nous avons besoin que tu nous guides, comme tu nous as toujours guidés de ton vivant. Si vous êtes sincère et que vous entendez vraiment des voix, on vous conseillera d'aller voir un psychiatre. Et si vous refusez de vous faire soigner, au mieux, on vous soupçonnera d'être un illuminé qui raconte n'importe quoi pour faire son intéressant. Au pire, d'être un charlatan qui invente des histoires pour escroquer les gogos. Pour parler avec les morts, faudrait admettre que la mort n'est qu'un passage vers un au-delà où les défunts poursuivent leur existence sous une forme immatérielle. Or, selon l'athéisme matérialiste occidental, la mort, c'est le néant. Quand notre cœur s'arrête de battre, quand notre cerveau s'éteint, notre corps se décompose et nous disparaissons pour toujours. Du coup, impossible de communiquer avec les morts. Cela dit, ce système de pensée est une exception dans la longue histoire de l'humanité. L'esprit du grand lama était si pur que lorsqu'il quitta son corps, il choisit une simple goutte d'eau pour rejoindre sa réincarnation. Toutes les autres cultures admettent l'existence d'une dimension spirituelle au-delà de notre monde matériel. C'est le cas des civilisations primitives qui dialoguent avec cet au-delà par le truchement des chamans. Mais c'est aussi le cas dans toutes les grandes religions. Les chrétiens croient en la résurrection, les musulmans croient au paradis, les hindouistes et les bouddhistes croient, eux, à la réincarnation. Quant aux juifs, ils croient en Dieu, alors que son existence n'a jamais été prouvée scientifiquement. Or, ces dernières années, les scientifiques se posent des questions sur la mort. Ils s'intéressent à ce qu'on appelle les Near-Death Experience. Des gens dont le cœur et le cerveau a cessé de fonctionner et qui reviennent à la vie en étant capables de raconter ce qui se passait autour d'eux alors qu'ils étaient déclarés cliniquement morts. Comme si leur conscience avait continué de fonctionner indépendamment de leur corps.
Cette découverte est tellement prise au sérieux qu'on en parle même dans le journal de Pujadas. Un revenant au sens propre du terme. C'est dans son jardin que Jean-Paul Duc a été déclaré mort, foudroyé par un infarctus. Il s'est vu flotter au-dessus de son corps. J'ai vu mon corps recevoir des défibrillations. Mais il y a cette force au-dessus de vous qui dégage et vous partez. Alors évidemment, si la science finissait par admettre que la conscience n'a pas besoin du corps pour exister, ça changerait notre conception de la mort. Si on peut continuer de voir et d'entendre quand notre corps est mort, alors pourquoi ne pas envisager de communiquer avec l'âme des défunts? Papa, si oui, tape un coup. Sinon, tape 2 coups. On est en réunion. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Patricia Daré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et médium et vous publiez L'invisible et la science chez Michel Lafon. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors vous définissez comme un médium, c'est-à-dire un intermédiaire entre le monde des morts et celui des vivants. Vous faites passer des messages des défunts aux vivants. Oui. Alors disons-le tout de suite, hein. Vous êtes journaliste Oui. à France Bleu Berry. Vos parents sont agnostiques. Ce sont de purs cartésiens. Et vous ne croyez pas en Dieu. Non. Voilà. Ce dont le médium, vous en prenez conscience en 1995. Oui. Pendant 7 jours, vous faites le même rêve. Un homme en redingote dans un château qui passe à travers de votre corps et une voix qui dit « Elle sera bientôt prête ». Oui. C'est très étrange parce que à l'époque, je viens d'avoir mon fils, je viens d'accoucher, donc j'ai un petit garçon. Je me dis, ça part mal. Est-ce que c'est un baby blues? Est-ce que c'est une grosse fatigue? Ouais. Moi, je pensais vraiment que j'étais en train de tourner gège, comme on dit chez nous. Alors, quelques semaines après, vous êtes réveillé en pleine nuit par une voix masculine qui vous dit « Lève-toi, prends un papier et écris ». Oui. Et vous écrivez « À partir de maintenant, tu es en contact avec l'autre dimension ». Oui, j'entends cette voix à l'extérieur de moi. C'est pas une voix dans ma tête, c'est une voix à l'extérieur. Donc, je regarde dans la chambre, j'essaie de me rendormir et la voix revient, elle me dit « Je t'ai dit de te lever ». Et je vais prendre ce crayon, ce morceau de papier, et ma main écrit seule. C'est-à-dire, ça ne passe pas par mon cerveau. Voilà, une écriture automatique qui me dit « Tu es en contact maintenant, comme prévu, avec cette autre dimension. » Et là, alors vous allez voir un psy. Oui, dès le lendemain. D'abord, je lui dis, voilà, je viens vous voir parce que cette nuit, j'ai eu un drôle de truc, je crois que je deviens schizophrène. Il me dit, vous savez, on ne devient pas schizo en une nuit, c'est pas... Et puis, il me dit, mais montrez-moi. Alors, je lui montre le papier, il dit, prenez un crayon, essayez d'écrire vous aussi. Et au bout de 20 minutes, la main repart sur la feuille, écrit, 3 feuilles, je vois, il me passe les morceaux de papier. Et nous déchiffrons ensemble, parce que ce n'est ni mon écriture, ni mon style, il y a plein de fautes, c'est très étrange. On décrit, et là, ça parle de sa vie, ça parle de ce qu'il va faire, ça parle de tout ce qu'il fait, de son boursicotage, parce qu'il... de tout. Alors, dans votre dernier livre, L'invisible et la science, vous avez décidé de dialoguer avec des scientifiques, parce que vous dites, je suis un médium laïque. Oui. Alors, parmi les scientifiques, il y a Alexandre Adler. Vous lui racontez une histoire au sujet d'un bijou qui a appartenu à Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire que c'est une histoire... il y a quelques années, j'ai été en contact avec quelqu'un de l'autre côté qui dit être Napoléon Bonaparte. Il dit qu'il veut être en contact avec ses descendants. Donc vous allez voir les descendants de Napoléon Bonaparte, vous dites, voilà, j'ai votre grand-oncle qui est là et qui veut absolument que je vous dise des trucs, donc excusez-moi, ou vous raccrochez tout de suite et vous avez le droit, hein, ou vous m'écoutez, moi je me débarrasse et c'est fini, voilà. Ouais. Donc Napoléon parle d'une bague et lui demande pourquoi il ne la porte pas, une bague qu'il a fait fabriquer dans les années 1820-21. Et le descendant lui répond que cette chevalière n'existe pas. Il lui dit si, absolument. Elle existe, je l'ai faite faire pour qu'elle soit portée par les membres de ma famille. Il lui donne le nom d'une ville en Suisse. Voilà. Depuis, ce descendant porte la chevalière qui lui avait été décrite, évidemment, devant témoin. Vous discutez avec un astrophysicien qui s'appelle Massimo Teodorani. Oui. Et il tente, en fait, lui, évidemment, il travaille avec vous. Il tente d'expliquer tout ça par la physique quantique et il vous parle de ce qu'on pourrait appeler la grande bibliothèque, c'est-à-dire un endroit où toutes les pensées de l'humanité seraient stockées, un peu comme
pour prendre une expression actuelle, un peu comme un cloud. Et en fait, votre don, ça serait d'avoir accès à ce cloud, en fait. Alors, je crois que c'est pas un don. En fait, je crois que nous sommes tous capables. Moi, ça s'est déclenché, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais ça s'est déclenché. Et je crois que nous sommes tous porteurs de cette capacité d'aller chercher dans ces archives, dans ces bibliothèques, des informations. En fin de compte, Napoléon, on dit Napoléon, mais Napoléon n'est plus qu'une conscience aujourd'hui qui émet des informations. C'est ce que démontre Massimo Teodorani. Tout à fait. Par la physique quantique, et je crois que ça fonctionne comme ça. C'est beaucoup plus proche que de ça, en fin de compte, que des séances de spiritisme qu'on a l'habitude de voir. Absolument, mais vous n'êtes pas du tout dans le genre à faire tourner pas les du tables. tout, du tout. J'ai ce truc-là qui est un problème pendant des années, en disant qu'est-ce que je vais faire de ça, mais qu'est-ce que je fais avec ce truc-là? Tout le monde va me tourner le dos, mes copains vont dire mais tu rigoles, enfin oh, redescends. Ça fait peur. On est dans un monde superstitieux, obscurantiste, religieux, de décorum, de charlatanisme aussi. Parce que pour moi, c'est un truc qui ne se monnaie pas, ça. Il n'y a pas d'argent avec ces histoires-là. Voilà, c'est une chose, c'est une capacité que l'on fait fonctionner, qui est inconditionnelle et qui doit être observée. La conclusion, finalement, c'est quoi? C'est que la conscience survit au corps. Absolument, c'est ça la grande histoire. Nous survivons au corps. Alors, Plastique, vous, votre mère était donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'origine ukrainienne, extrêmement portée sur ces sujets, et elle était médium. Et vous pensez avoir hérité de votre mère un certain nombre de oui, et puis avec des preuves tout à fait évidentes. Pour moi, c'est très très clair. Je me souviens très très bien que vers 8 ans, sans connaître ma grand-mère qui vivait elle en Ukraine et moi en Belgique, j'entendais, pas des voix, j'entendais sa voix. Mais pas à l'intérieur, à l'extérieur, comme une vraie voix. Et je ne savais pas du tout qui c'était. En plus, elle me parlait en ukrainien. Je ne parlais pas du tout ukrainien. Et puis j'ai rencontré ma grand-mère pour la première fois à 12 ans, et qui m'a expliqué qu'elle me parlait déjà, ça fait très très longtemps qu'elle me parlait, et que le jour de sa mort, elle continuerait à venir me voir. Et ça a continué, et là je l'ai vue, j'entendais plus seulement sa voix, physiquement, elle était avec moi dans des endroits, physiquement. Et c'était assez étonnant parce qu'elle continuait à me parler en ukrainien, et je comprenais ce qu'elle me disait. Patrick moi, tout le long de mon livre, je suis en conversation perpétuelle avec ma mère. Qui est posée sur mon épaule. En ce moment, elle te trouve très bien. Si tu nous regardes, comme dirait Michel, ça vous intéresse, ça? Moi, oui, beaucoup, mais parce que depuis que je suis petite, alors après, on a mis un mot dessus, c'était la dépersonnalisation, mais j'avais l'impression que mon âme se barrait, mais j'avais 5 ans, depuis que et j'étais obligée de dire « je suis Victoria » pour revenir à l'intérieur de moi-même. Et puis, j'ai quelqu'un de très proche de moi qui est schizophrène, alors pour le coup, cliniquement, et du coup, je me suis beaucoup interrogée sur la question, et j'ai lu des choses comme quoi, chez les chamans, par exemple, la schizophrénie n'existe pas. Ça veut dire que c'est juste des gens qui sont en contact avec les morts. Donc tout ça m'intéresse beaucoup parce que il y a quelque chose qui me turlupine. Ça va discuter ce soir. Hein. Alors je voudrais préciser une chose. Patricia Daré ne fait pas commerce de son don. Donc méfiez-vous, vous, de ceux qui vous demandent de l'argent pour entrer en contact avec les morts. Patricia, merci d'avoir été avec nous. Alors, Patrick Sébastien, on connaît l'animateur, l'imitateur, le chanteur, l'écrivain, mais on connaît moins bien l'homme. Dans Même que ça se peut pas, publié chez XO Éditions, vous racontez tout, une bonne fois pour toutes. Pour nous, ça sera à 20h. C'est le boulot. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour les vœux de Gaspard. Alors, bonne année, messieurs, dames. Hein, alors, c'est la nouvelle année, hein, et tout le monde se demande que faire de cet argent que j'ai pas réussi à dépenser à Noël. Je parle bien entendu des Qataris, des Allemands, des Norvégiens, des Luxembourgeois. Ah, pardon, j'atterris là parce que je me suis éclaté là le 31. Depuis 3 jours, j'essaye de me réapproprier la vie là. Mais bon, ça se passe toujours comme ça là, à la Saint-Sylvestre chez François Fillon, c'est toujours. Et contrairement à lui, j'ai pas fini à courir tout nu dans la forêt. Hein. D'ailleurs là, je crois qu'on le cherche encore. Il doit être. On le repère facilement. C'est un mec à poil avec des chaussettes rouges, quoi.
Alors, c'est les vœux, c'est ça? Que souhaiter, Urbi et Zobi? Alors, noblesse oblige d'abord au plus haut gradé, caporal-chef, la vigile de la République Hollande. Hollande, c'est son année. Hein. Là, vous allez voir, la chenille devient papillon. Ou une mythe, hein, on ne sait pas. Non, mais c'est dur de lui souhaiter un truc, parce qu'il a tout, le mec. Il a tout, il a les meufs, il a le palais, quoi. Il est mauvais, mais c'est pas grave. Comme il aime à dire, c'est qui fait chef? C'est Bibi, voilà, c'est tout. Hein. Pardon, il faut que je me réhydrate. Ah oui, des cours de scoutisme, peut-être. Hein, ou un BAFA. Hein, c'est bien, ça, pour lui. Vu la traversée du désert qui t'attend dans 2 ans, je pense que c'est bien que tu prennes de l'avance, mon canari. Hein. Que t'apprennes déjà à faire du chameau, à te repérer grâce aux étoiles, grignoter des criquets, à faire l'amour aux chèvres, quoi. Parce que... oui, c'est écrit, hein, parce qu'une fois dans le désert, c'est pas trop tard. Le chômage, calme, rassurez-vous, on la tient. L'année du bouleversement économique. Oui. Pourquoi? La loi Macron sera votée, libérant 5 dimanches supplémentaires par an. Les effets seront aussi immédiats que considérables. Au premier dimanche supplémentaire, c'est une foule massive qui sera présente dans tous les centres commerciaux de France, le portefeuille chargé de billets de 500 € et de lingots d'or. Taisez-vous. À la fin du premier dimanche, la famille Dupont, famille typique française, rentrera à la maison avec un caddie dans lequel on trouvera 500 boîtes de cassoulet, 29 kilos de viande, 4 écrans plasma, 3 voitures, une mobilette et un Airbus A380. C'est pas fini. Constatant que son garage ne peut accueillir la mobilette depuis que l'Airbus y stationne, en accord avec Sofinco et Bouygues, elle se fera construire une 2e maison à proximité, relançant par là le crédit, la construction. Et gens nouvelles. À l'échelle nationale, c'est plusieurs millions de familles Dupont comme celle-ci, boostées par ce premier dimanche supplémentaire, qui vont suivre le mouvement. Si bien qu'au 2e dimanche supplémentaire, les dépenses de consommation, elles vont relancer si fort l'activité économique qu'au 3e dimanche, chaque ménage français disposera de 5 voitures, 4 maisons, 2 Rafales, un barrage et 3 centrales nucléaires. Chut, j'ai pas fini. La progression du PIB de l'ordre de 67% sur 2 mois réduira en 4 mois la dette à 0. En 5 mois, il y aura un excédent de 1900%, permettant à la France de racheter le Qatar, les Émirats arabes, la Laponie occidentale, ainsi que le slip d'Albert de Monaco. À nos amis du Qatar, qu'est-ce que je vous souhaite? J'aimerais que chez vous, on assiste à cette scène, c'est le désert. Seul le bruit des puits de pétrole dans le lointain brise la monotonie du tableau. Quand soudain, même ce bruit cesse, c'est le silence absolu. Au loin, on pourrait entendre un fennec péter. Un murmure monte. Soudain, on entend cette conversation. « Regarde-moi, moi, si j'appuie le bouton, il est de pétrole, de gaz, il n'y a plus. Mais qu'est-ce qu'on va devenir dans l'avenir du futuroscope de la Mecque? Je vais te le dire, mon pote. Un gros bouseux des sables. Voilà ce que tu vas dire. Et rien que l'idée de t'imaginer pousser à main nue en sandales par 50 degrés à l'ombre ton gros 4x4 allemand, je crois que ça m'excite plus qu'un porno avec des femmes enceintes, tu vois. Quant à moi, je souhaite qu'enfin une ex puisse écrire un bouquin sur moi. Ouais, un truc intitulé « Merci pour », on se demande bien pourquoi. Mais c'est un peu normal, jusque-là, ça n'a pas été possible parce que je suis tombé sur des analphabètes. Donc voilà. Alors, elle est pas belle la nouvelle année, hein? Bon. Voilà, c'était Gaspard Proust. Nous vous retrouverons ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Patrick Sébastien, vous êtes né à Brive-la-Gaillarde le 14 novembre 1953 sous le nom de Patrick Bouteau. Nom de ma mère. Voilà. Vous avez un frère, une sœur. Alors le premier traumatisme, évidemment, c'est l'absence du père. Le sang, on s'en aperçoit plus tard que c'est un traumatisme. Ouais. Non, c'est... J'aurais dû naître le 13 d'ailleurs. Mais à l'époque, les filles mères, on les traitait pas comme aujourd'hui. Et
Ma mère m'a raconté que la bonne sœur qui s'occupait d'elle lui a dit « Vous avez fait une faute, il faut souffrir. » Donc ils lui ont laissé un jour de plus à souffrir. C'est des choses qui m'ont marqué, je pense. Votre mère, dans le village, on l'appelle la pute. Une fille qui était fille-mère à 17 ans, ça parlait, comme ça parle tout le temps. À l'âge de 10 ans, les autres gamins vous assoient sur une chaise pour vous mettre des coups de poing dans la gueule à tour de rôle. Et ils vous disent « Va te plaindre à ton père, de toute façon, t'en as pas. » Ouais. C'est juste pour expliquer ce qui m'a conditionné à réussir et à prendre une revanche, et non pas me venger. Vous saviez qui était votre père? J'ai la version de ma mère. Si c'est sa version, il m'est arrivé de le croiser, de lui parler, le jour de l'enterrement de mon fils. Ça fait cher dans la journée, pour la première fois. Je pense que c'est lui. Je vois pas pourquoi elle m'aurait menti, mais ça peut être quelqu'un d'autre. J'ai jamais pensé à faire des recherches ADN. Je veux pas en faire. Et non, c'est mon moteur. Je vais pas me griller mon moteur. C'est à l'époque, donc vous êtes en plein hiver, en mitouflé sur un banc. Vous regardez la télé en vitrine dans un magasin d'électroménager. Et ce que vous regardez, c'est la piste aux étoiles. Piste aux étoiles. Et même, ça va plus loin que ça, parce qu'après, on déménage et j'ai un petit appartement tout petit. Et le mercredi soir, j'écoute la piste aux étoiles à travers la cloison. C'est que ma mère m'a acheté la télé pour ça. Parce qu'elle me voyait écouter des numéros visuels. Et c'est vrai que ça m'a fait rêver. À 16 ans, vous vous mariez. À 17 ans, vous avez une femme, un fils, un appartement. Vous bossez comme pion. Vous avez un destin tout tracé. Et heureusement, votre Pour femme... moi, c'est fini à ce moment-là. Je me dis, tiens, ça y est, c'est bouclé. Heureusement, votre femme vous trompe. Non, il y a une jeune fille. Il y a une jeune fille avec qui je suis. Et ça va te faire marrer. Et je joue au rugby à l'époque. Et je pars jouer en Afrique du Sud au rugby, avec Brive. Et quand je reviens, j'apprends que ma petite copine s'est tapée un musicien d'orchestre. Un accordéoniste. Un accordéoniste. Et j'ai la réflexe à la con de me dire, putain, s'il suffit de monter sur une scène pour se taper les uns des autres, tu vas aller faire le radio-crochet dans le temps. Et étrangement, c'est à cause de ça que j'y suis allé. Bravo. Toujours le début. Alors, il y a aussi un prof de philo qui vous explique que le futile est essentiel. Il ne faut pas vivre pour penser, il faut penser à vivre. Alors, en septembre 1974, vous arrivez à Paris, vous avez 600 francs en poche, à l'époque, 100 €, et vous prenez contact avec Juliette, qui est la maîtresse d'un notable de Brive-la-Gaillarde, parti faire la starlette à Paris, et dont le loyer est payé par un marchand de fourrure. C'est extraordinaire. C'est vraiment la personne que j'ai le plus envie de retrouver. J'ai jamais retrouvé cette dame, chez qui j'ai habité pendant 2 ans. Elle a 20 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur. Vous avez 3 mètres sur 2. Moi, je suis en face, moi. Ce qui est très marrant à l'époque, c'est que le seul endroit où vous pouvez prendre une douche et téléphoner, c'est chez cette fameuse Juliette. Et quand le fourreur appelle, vous prenez une voix de gonzesse. Je suis la copine qui habite à la maison. Allô, non, elle n'est pas là, elle est partie. Voilà, et j'ai fait ça pendant 2 ans, Alors là, vous commencez à faire le tour des cabarets, vous imitez Bourvil, Jodassin, Adamo. Les premières auditions sont catastrophiques. Ils me jettent, Les mecs, ils disent, bon, ça va pas le faire, Rentre mais chez toi. si ta copine veut boire un verre, c'est OK. Et alors là, je me retenais, parce que je voyais ces mecs en face de moi qui faisaient 1m40, qui me parlaient comme un chien. J'avais envie de les défoncer, Et ma copine, elle me disait non, alors je tapais dans les murs. Finalement, le 14 novembre 1974, vous êtes engagé au cabaret La Main au Panier. Et là, Patrick Bouteau devient Patrick Sébastien, donc vous changez de nom. Vous commencez à faire la tournée des caves et des cafés-théâtres. Et en 1975, première télé chez Guy Lux. C'est là que j'ai vu Dalida, Claude Dassin, tout ça. J'étais comme un... Et tu sais, cet émerveillement, je l'ai encore. Votre carrière d'école, avec les premières parties de Sardou... Sardou, Le Normand, Lama. Mireille Mathieu, avec Michel Jonas. Ça fait des beaux souvenirs. Et vous commencez vos années d'excès. C'est là que... C'est la bonne époque parce que, évidemment, vous picolez, le sexe... J'en avais déjà eu, mais là, tu prends ce qui passe. Alors, sauf la drogue, moi, j'ai jamais mis le nez dedans parce que je suis un vrai excessif. Si j'avais mis le nez dans la cam, j'aurais pas fumé des pétards pour faire joli. Je me serais filé des seringues dans tous les bras et je serais mort. Alors, ceci étant, la drogue ne vous tue pas, mais ce qui manque de vous tuer, c'est votre séparation avec Marie-Myriam. Vous l'aimiez fort, Marie-Myriam? Pas au début, puis après, Et puis j'étais dans cette période à la con, quand on a 25 ans, où on confond la possession avec l'amour. Et l'amour, c'est pas ça. Alors là, les excès redoublent après votre tentative de suicide. Là, on tombe dedans. Vous dites, je me suis pris au piège des lumières trop violentes, de l'amour trop fort, de la célébrité qui rend fou. Après, c'est ce que Plastique connaît par cœur, c'est un gala tous les soirs, donc minimum une jeune fille tous les soirs, minimum,
c'est 1 litre de whisky par jour. Alors à l'époque, vous êtes un imitateur très demandé, hein. Guy Lux, Drucker, Mariti et Gilbert Carpentier. En janvier 1984, vous décrochez votre première émission de télé, Carnaval, sur TF1. Et tout de suite, c'était 50% de part de marché. Ça commençait, le premier carnaval, c'était Daniel Guichard qui chantait la tendresse en short, en se battant contre le champion d'Europe de boxe. Et les mecs, ils ont vu arriver ça à la télé. Ils ont vu arriver Georges Descrières de la Comédie Française qui chantait Bécassine, c'est ma cousine. Ouais. Chirac qui venait s'imiter lui-même. Ils ont dit où on est, quoi. Alors c'est l'époque où vous culpabilisez de délaisser femmes et enfants. Ouais. Et vous allez épancher votre chagrin chez Denise. Ma copine, ouais. Rue Quincampoix. Ma maman, Ouais. celle qui... Ma vraie maman m'a donné le jour et Denise m'a donné la nuit. Voilà. C'est beau, ça. Et c'est une époque incroyable. Vous trinquez avec le Luron à celui Et qui avec va... toi aussi. Oui, avec moi, bien sûr. Bah à oui. celui qui va mourir le premier. Et il vous dit, je suis seul et je paye mes amis, en fait. Ce soir-là, on s'est retrouvés à partager nos solitudes. Il m'a dit qu'il avait le sida, qu'il allait mourir bientôt. Et on a trinqué à celui qui allait mourir le premier. C'est Ouais. lui qui a gagné. Parce que moi, j'ai arrêté de boire 1 an plus tard. Le 13 novembre 1985, vous êtes allongé sur un lit en train de regarder un film de Louis de Funès. Ouais. Et là, vous décidez d'arrêter de boire. Ça vous Bah prenez ouais, le pinard parce que- et vous videz le pinard sur la moquette. Ouais, c'est toute ma vie, c'est ça. C'est quand les emmerdements dépassent le plaisir, j'arrête. En juillet 1990, votre premier fils, Sébastien, qui travaille avec vous sur la tournée, se tue en moto. Et là, le soir de l'accident, vous montez sur scène. Quand je pense qu'il y a des enculés qui me l'ont reproché, c'est de la survie. Mon fils se tue, il est avec nous en tournée. J'ai pas la force de faire le moindre pas. Et j'appelle mon pote Carlos et je lui dis, putain, je peux pas, c'est inhumain. Est-ce que tu peux venir? Et le gros Carlos me dit, ouais, je peux venir, mais je viendrai pas. Parce que si tu vas pas, t'es mort. Ouais. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, tu vas monter sur scène, tu vas donner de l'amour aux gens, ils vont te le renvoyer, et c'est cet amour-là qui va te tenir debout. Si tu te couches par terre et que tu attends qu'on te relève, tu t'en sortiras jamais. Mais il m'a sauvé la vie, c'est ce que j'explique aux gens. Vous allongez pas par terre en attendant qu'on vous relève, vous faites pas plaindre. Donnez. À ce moment-là, c'est bizarre à dire, mais donnez encore plus parce qu'on va vous le renvoyer. Alors les jours suivants, évidemment, le contre-coup est terrible. Vous décidez d'arrêter la télévision. Et au bout du désespoir, vous appelez celle qui va devenir votre femme, Nana. Surtout, ce qui a été bien, c'est quand je l'ai appelée, j'étais avec quelqu'un avec qui ça allait pas, et puis je l'ai appelée, je lui ai dit, voilà, je voudrais que tu viennes, là, j'ai besoin de toi maintenant. Alors, elle m'a dit, mais je peux pas, j'ai mon commerce, elle était à 300 bornes. J'ai dit, si, je dis maintenant, mais je te préviens, je sais pas si c'est pour un jour, si c'est pour une semaine ou pour 2 mois. Mais elle me dit, tu veux que je vienne quand? Je dis, tout de suite, là, maintenant. Et 3 heures après, elle était là. Ouais. Et ça fait 24 ans. Eh oui. Alors malgré tout, Sébastien vous taraude l'esprit, vous dites, depuis sa mort, je ne peux plus prendre le risque de ne pas m'endormir, de rester dans le lit en pensant à lui. Ah ouais, c'est pour ça que je me couche à 6 h du matin. Ah ouais, en fait. ouais, je me fous au lit que quand je sais que je vais dormir. Ouais. Là, vous faites le grand bluff. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le grand bluff, c'est une émission absolument extraordinaire. Fait 17,5 millions. Ouais. En fait, l'idée du grand bluff, elle est venue de... C'était 1 an après la mort de mon fils. Et ce soir-là, j'étais dans une station-service. Et puis, j'ai vu s'arrêter un motard à la pompe. Puis, le mec a enlevé son casque. Il avait des grosses moustaches. Il avait un pif comme ça. Et puis, il est venu vers moi. Quand il m'a reconnu, il m'a dit, j'ai su pour ton fils, machin, etc. Et il m'a dit, désolé. Et moi, dans ma tête, je me disais, putain, désolé que ça soit pas toi. Désolé que tu fasses pas. J'enlève mon nez, j'enlève mes moustaches, j'enlève mes cheveux. Papa, je t'ai fait une bonne blague. Tu vois? Je me suis dit, mais c'est ça le truc. Je vais me déguiser, je vais faire croire aux gens que c'est quelqu'un d'autre. Je vais me donner une autre apparence. Émission. Voilà. Et la question que je me poserai toujours, c'est qui m'a envoyé ce motard? Ensuite, c'est l'affaire Ozon. Ouais, une vraie saloperie. Je fais chanter à Jean-Marie Le Pen Casser du noir. Je me glisse dans la peau de Jean-Marie Le Pen pour lui faire tenir des propos racistes. Et ils m'ont condamné, moi, pour incitation à la haine raciale. Nana vous quitte à ce moment-là. Ouais, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. De toute façon, quand elle nous quitte, c'est toujours de notre faute à nous. Quand elle revient, c'est aussi grâce à nous. Quand elle revient, c'est sur les gradins du championnat de France de rugby à Brive. Effectivement, j'ai réalisé un autre rêve de gosse, aller au Parc des Princes avec mon équipe de rugby et devenir champion d'Europe l'année d'après. J'ai passé ma vie de descendre, monter. Et chaque fois qu'il a fallu remonter, je suis allé chercher la force aux racines, en bas. C'est en bas qu'il faut aller la chercher. Le livre a failli s'appeler « Heureux certainement pas, comblé seulement ».
Voilà. C'était Salut les terriens. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les terriens. Coupé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.